Ah, salut. J'ai des choses à vous dire. Ça veut dire qu'on a des trucs à pas écouter? Ah, mais ça fait mal, espèce de... La dernière fois, on s'est éloigné des belles lettres et des grands auteurs, pour se plonger dans de la publicité dégueu et franchement malhonnête. Du coup, je me sens un peu sale. Le projet aujourd'hui, c'est donc de redresser la barre, comme on dit chez les marins amateurs de Viagra, en vous proposant une liste de 6 choses que vous ignorez sur des grands noms ou des grands titres de la littérature. Un voyage qui nous emmènera du pays des merveilles à une mine de charbon en pleine inondation, en compagnie de William Shakespeare, de la mère d'Arthur Rimbaud et d'une locomotive humaine. Quoi? Parce que c'est ça aussi le pouvoir des livres. Une vidéo donc qui sera bourrée pleine de points certifiés vas-y. Vas-y, validé par l'Académie des Savoirs Inutiles. J'espère que vous y trouverez quelques nouveautés. C'est parti. Tout le monde connaît Alice au pays des merveilles. Et évidemment, c'est qui? Des personnages absurdes et iconiques dans un monde fantastique, des critiques à peine déguisées du monde des adultes que les enfants subissent et suivent sans vraiment le comprendre. On a dit beaucoup de choses de Lewis Carroll, en bien comme en mal d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est qu'il était un observateur attentif de son époque. Et on trouve dans son écriture un aspect très descriptif de la réalité, bien que romancé ou symbolique. Si on trouve un chapelier fou dans Alice au pays des merveilles d'ailleurs, ça n'est pas un hasard. Les chapeliers de l'époque, pour confectionner leurs chapeaux et traiter les peaux, utilisaient entre autres produits dangereux du mercure. L'intoxication au mercure, également appelée maladie de Minamata, du nom d'une ville japonaise qui a eu à en souffrir, peut causer entre autres symptômes tremblement, délire, instabilité émotionnelle, transpiration excessive, nervosité, insomnie et perte de mémoire. Rien que ça. La rumeur et la croyance populaire faisant vite leur chemin là-dessus, on a rapidement associé la profession de chapelier aux symptômes de ce qu'on appelait la folie. On trouve même en anglais l'expression mad as a hatter, littéralement fou comme un chapelier, qui aura bien inspiré Lewis Carroll pour son personnage. Attends, c'est vrai ça? Bah oui, enfin... Non mais vous vous rendez compte? Ça fait des années qu'on rit de lui alors qu'il est juste malade. Oui, enfin bon d'accord, mais c'est un personnage de fiction. Enfin tu vas quand même pas lui monter une assos ou écrire une chanson larmoyante. Mec, fais pas ça. C'était hyper gênant. Avoir du swag pourrait se traduire par avoir du style. Certains attribuent l'origine de cette expression à des mouvements en faveur des droits des homosexuels dans les années 50 aux États-Unis. Cela n'a jamais vraiment été établi comme un fait. En revanche, on sait qu'elle est réapparue progressivement dans les années 2000, notamment dans la culture musicale. Et on sait aussi qu'elle vient de plus loin dans l'histoire. Le terme to swagger chez Shakespeare, dans Le Songe d'une nuit d'été, pourrait se traduire par « cela pétait grave » et a donné bien plus tard le mot swag. Voilà, c'est tout. Il y en a aussi quelques-uns qui disent avoir trouvé des preuves que le bon William fumait de la weed. Mais bon, pour être sûr de ça, il va falloir attendre l'avancée des recherches. Même si moi, de mon côté, je me suis déjà fait une idée. Oui, alors moi, je vais écrire des pièces de théâtre avec des fantômes, des elfes, des tempêtes, le roi des fées, des sorciers, des filtres d'amour et des hallucinations. Et ça va marcher! Située dans le département du Gard et dans le magnifique parc national des Cévennes, la petite ville de Bessèges abrite un peu moins de 3000 âmes. C'est ici, après quelques recherches, que nous avons trouvé le lien qui unit Émile Zola et une obscure série d'animation japonaise, Rémi sans famille. Oui, vous avez bien entendu. À Bessèges, en 1861, un événement terrible eut lieu dans les mines de l'Alle. Des crues impressionnantes comme il peut en arriver dans les Cévennes ont transformé tous les cours d'eau en véritables torrents. Suite à un éboulement dû à la pression de l'eau, la 16 se déversa dans la mine, la remplissant en quelques minutes seulement. 106 ouvriers y moururent noyés. J'en ai une bonne. Ça fait combien 106 plus 16? Tra, mais ta gueule! Wow, la vache! Comment il fait ça? Je suis un personnage fictif, je fais ce que je veux. Merde. Bref,
Cet événement tragique inspira Émile Zola dans l'écriture de son roman Germinal, mais également Hector Malot, qui publie en 1878 Sans famille, un roman à grand succès qui raconte les aventures d'un orphelin nommé Rémi et ses voyages à travers le pays. Le roman sera adapté de très nombreuses fois, notamment en une série animée qui connut un très léger et très confidentiel succès dans les années 80. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi et je me balade dans la vie. On aurait tendance à penser que les mots daron et daronne sont des mots d'argot parmi d'autres, apparus dans l'histoire récente comme keuf, bolos ou enjaillé par exemple. Mais en fait, celui-ci vient de plus loin. Arthur Rimbaud, qui avait quand même une relation un tout petit peu conflictuelle avec sa mère, l'a surnommée entre autres la daronf, féminin de daron, terme d'argot à l'histoire un peu compliqué et qui désigne un maître ou un patron. Verlaine, dans un courrier racontant une mésaventure de Rimbaud, en fera même la rime du mot triomphe, preuve que l'usage du terme daronf s'était déjà reproduit chez d'autres. Rimbaud surnommait aussi sa mère Bouche d'ombre, en référence à un poème du plus grand auteur de tous les temps. Bouche d'ombre, un tout petit peu conflictuel. Ouais. Dans ses romans à succès qui racontent les aventures de James Bond, l'agent 007, Ian Fleming ne s'est pas privé d'une petite référence à un autre auteur qu'il affectionnait. Alors, du moins, c'est ce que suspectent beaucoup de journalistes et de biographes. En 1897, Rudyard Kipling publie une nouvelle intitulée .007, dans laquelle il met en scène des locomotives auxquelles il prête le langage et les comportements des ouvriers qui étaient en charge de leur fonctionnement. .007, nombre technique qui semble évoquer un diamètre ou un gabarit, est d'ailleurs le nom et le numéro de série du personnage principal de la nouvelle, une locomotive donc. Cette nouvelle est publiée 56 ans avant la première apparition de James Bond dans un roman, Casino Royale. Il n'y a aucun doute sur le fait que Ian Fleming connaissait, avait lu et admirait Kipling. Mais on n'est pas certain, et on ne le saura probablement jamais, de la véracité de ce fait. Parce qu'une explication au code 007 existe et semble même validée par Fleming et certains de ses biographes. Le premier 0 serait l'indication du permis de tuer accordé à l'agent, le deuxième 0 serait l'indication du fait qu'il a déjà tué, et le 7 serait le numéro de l'agent lui-même. Enfin, ça ne semble pas 100% solide quand même, cette affaire. Ah, mais du coup, ce serait une espèce de plagiat. Plagiat, bien sûr que non, plutôt un clin d'œil. Ou alors, certains parlent de cryptomnésie. Fleming aurait pu mémoriser le numéro associé à la nouvelle de Kipling, le ranger quelque part dans son cerveau, et il lui serait revenu en quelque sorte au moment d'attribuer un nom de code à son personnage. Enfin, bon, on n'en est pas sûr. Ouais, on est sûr de rien quoi. À peu près, oui. Mais les films qu'on connaît aujourd'hui auraient pu avoir une toute autre gueule. You came across me so many times, yet you never saw me. What took you so long? Ah, that's good, that's good. Il est impossible de ne pas avoir de respect pour Victor Hugo. Ses écrits sont restés et resteront encore longtemps comme parmi les meilleurs de langue française, tant pour ses longs récits romantiques que pour ses très nombreux poèmes. Sans déconner, le mec a produit plus de poèmes que la 5ème République n'a produit de scandales politiques. C'est dire. Waouh. Artiste engagé, ta gueule. Il a mené des combats politiques et humanistes, s'est imposé en tant qu'artiste et penseur. Il n'a pas hésité à s'opposer à des personnes qu'il avait lui-même soutenues parce que ses valeurs lui dictaient sa conduite plus que ses intérêts ou l'air du temps. Un grand homme, quoi. Mais c'était aussi un sacré excité du bambou, le Totor. On a déjà parlé de lui dans l'épisode 1 pour évoquer quelques-unes de ses contrepétries salaces, mais le rapport entre Totor et la fesse ne s'arrête pas là. Non, monsieur. On pourrait parler de sa nuit de noces, où sa jeune femme, Adèle, a dû supporter par 9 fois son impatience. D'autant qu'elle était moyennement sensible à ce genre de choses et apparemment plus ou moins emballée. Il a dû se créer une espèce de frustration, je sais pas. Ou on pourrait parler du 5 juillet 1845,
quand Hugo est surpris par la police en plein adultère avec une de ses nombreuses maîtresses. Et il tombera même un peu en disgrâce quelque temps. Cela dit, il a pu s'arranger avec le mari de la dame, le peintre François-Auguste Briard, et avec le commissaire de police venu les surprendre grâce à son statut de pair de France. La dame en question passera quand même 2 mois en prison pour adultère. Ou on pourrait parler des lettres enflammées qu'il envoyait à sa jeune voisine à Hauteville House, à Guernesey, qui avait 20 ans quand lui en avait 70. Ou encore à la même période, quand 3 jeunes comédiennes viennent chez lui réclamer un rôle, et que les négociations ne se font pas nécessairement autour d'une table, dans le carnet qu'il tient soigneusement, il écrira en espagnol, comme s'il voulait coder l'information, « Todas las tres ». Ça laisse peu de place à l'interprétation. Remarquez, à 26 ans, Hugo écrit que l'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte sa femme toutes les 24 heures. Ça non plus ne laisse pas une grande place au doute. Des belles lettres, le bon monsieur Hugo fut sans nul doute renommé héros. Mais sous la ceinture, notre fameux champion, pour sûr toute sa vie, fut sacré cochon. Voilà, merci à tous, c'était l'épisode 6 sur la chaîne Démo. On parle une belle langue et il faut s'y intéresser. J'espère vous avoir appris 2 ou 3 trucs. Alors comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, partage, c'est extrêmement important pour améliorer la qualité dans les vidéos à venir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!